Salut à tous, aujourd'hui épisode numéro 926 de l'After Zap Image. On va attaquer cette nouvelle semaine avec une info qui ravit évidemment tous les fans de football. Retour de la Ligue des Champions demain pour le début donc des huitièmes de finale, la phase à élimination directe de la Champions League. C'est enfin le grand retour de la coupe aux grandes oreilles après ces 2 mois d'arrêt. Après la fin de la phase de groupe, demain on aura 2 matchs. Match très attendu évidemment par les supporters du PSG et du Barça. Paris sera du côté du Camp Nou demain et dans le même temps on aura aussi le match entre Leipzig et une équipe qui ne va pas très bien en ce moment, à savoir Liverpool. A noter que ce match entre Leipzig et Liverpool sera délocalisé en Hongrie. On continue les amis avec 2 dates, l'une qui concerne le PSG, l'autre qui concerne le Barça. Pas de jaloux, il y a 4 ans, jour pour jour, le PSG réalisait un match aller historique face au FC Barcelone en 8e de finale de la Champions League. Le Paris Saint-Germain s'imposait 4-0 au Parc des Princes. Évidemment, on voyait tous déjà le PSG se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions et on connaît tous l'issue du match retour. Ce scénario incroyable, improbable, cette fameuse remontada du Barça qui s'était donc imposé 6-1 sur le match retour et qui avait donc éliminé le PSG. Autre date, eh bien, elle concerne le Barça, ça c'est un petit peu plus proche de nous. Il y a 6 mois, jour pour jour, le FC Barcelone qui était complètement atomisé en Ligue des Champions par le Bayern Munich. On s'en souvient tous, évidemment, le futur vainqueur, le Bayern, qui avait étrillé le Barça sur le score de 8-2. On continue avec les résultats complets de la 25e journée de Ligue 1. On a eu seulement une victoire à domicile sur l'ensemble de cette 25e journée. C'était d'ailleurs sur le match d'ouverture entre le PSG et l'OGC Nice, victoire de Paris à domicile. Et puis après, tous les autres matchs, aucune victoire à domicile. À noter hier que Monaco a pris un bon point compte tenu des circonstances. Monaco fait 2 partout face à Lorient hier en ayant été mené 2-1 jusqu'à la 93e minute. Un doublé pour Wissam Ben Yedder. La première victoire de Nantes depuis quasiment 4 mois et demi. Les hommes d'Antoine Comboiré se sont imposés hier 3-1 du côté d'Angers. Nîmes qui gagne le match de la peur du côté de Dijon 2-0. Strasbourg s'impose à Metz 2-1. Victoire de Saint-Etienne du côté de Rennes 2-0. Le Stade Rennais qui ne va vraiment pas bien en ce moment. Et puis à 17h, Lille-Brest 0-0. Les Lillois conservent la tête du championnat. Mais évidemment, ils perdent quand même 2 points hier avec ce match nul à la maison. Et puis à 21h, l'affiche c'était Bordeaux-Marseille 0-0. Quelques petites statistiques justement sur les 2 derniers matchs de la veille, à savoir Lille-Brest et Bordeaux-Marseille sur l'ensemble des 2 matchs. Donc sur 180 minutes, on a eu seulement 3 tirs cadrés sur les 2 matchs. Du côté de Lille, on a eu un tir cadré sur le match, il est du côté brestois. Les Lillois hier qui ont vraiment globalement dominé cette rencontre sans jamais se montrer dangereux sur le but brestois. Aucun tir cadré pour le LOSC hier et du côté de Bordeaux face à Marseille, on a eu seulement 2 tirs cadrés hier avec un de chaque côté. C'était assez ennuyant les 2 derniers matchs de Ligue 1 hier, surtout celui de Bordeaux d'ailleurs parce que les Bordelais, on va en parler, ont quand même eu un sacré avantage notamment sur la seconde mi-temps. Justement cet avantage bordelais hier il est consécutif à 2 expulsions du côté de l'OM. Marseille qui a perdu Balerdi et Dario Benedetto hier, donc les Phocéens ont joué quasiment une grosse demi-heure à 9 contre 11 face aux Bordelais et pourtant ça n'a rien changé, quasiment les Bordelais qui évidemment avaient la possession de balles mais ils ne se montraient quasiment pas dangereux sur le but de Mandanda sur cette seconde mi-temps en étant quand même à 11 contre 9. Assez décevant ce que nous a proposé Bordeaux hier. Évidemment pour l'OM c'est plutôt un bon point étant donné la physionomie du match et le fait d'avoir joué à 9 quasiment à toute la seconde mi-temps. Petite stat d'ailleurs sur l'Olympique de Marseille qui a reçu 7 cartons rouges en Ligue 1 cette saison. C'est plus que toutes les autres équipes dans les 5 grands championnats européens. Il y a de la tension du côté de Marseille depuis le début d'année. Cette petite stat le montre bien. Marseille est une équipe qui commet énormément de fautes et qui est très souvent lourdement sanctionnée. 2 rouges hier. Et puis on le sait, Marseille c'est aussi l'équipe qui fait le plus de fautes en Ligue 1. Ensuite on continue avec la déclaration d'Antoine Comboiré, le nouvel entraîneur des Canaries pour sa première hier du côté d'Angers. Les Canaries se sont imposés 3-1. Antoine Comboiré qui a loué la réaction, la révolte de ses joueurs. Évidemment, ça fait beaucoup de bien à Nantes, cette victoire. C'est peut-être le début d'une série. En tout cas, Antoine Comboiré était heureux, évidemment, pour ses hommes hier, mais il a aussi fait passer le message que ce n'était qu'un match et qu'il faut justement que Nantes puisse bâtir sur ce succès hier et surtout ne pas s'arrêter sur cette petite série qui vient
vient de démarrer pour le FC Nantes. On jette un coup d'œil au classement de la Ligue 1, donc Lille en tête avec 55 points, devant Paris 54 points, Lyon 3e 52 points, 4e Monaco 49 points, le trou est déjà fait avec la 5e place. Rennes est à 38, Lens 37, on retrouve Marseille en 9e position, 34 points en bas de tableau, Dijon est décroché 15 points, Nîmes 19e, 18 points, et Nantes qui malgré sa victoire reste toujours barragiste, les Nantais avec 22 points, Lorient premier non relégable 23 points, et le trou aussi est déjà fait avec le 16e Strasbourg. 28 points. Ensuite, on continue avec une déclaration d'Olivier Dalloglio, l'entraîneur du Stade brestois, une déclat très intéressante sur le recrutement brestois. Il nous dit « Aujourd'hui, faire venir des joueurs à Brest, ce n'est pas toujours simple. On est en concurrence avec beaucoup d'autres clubs qui sont à peu près du même niveau que nous, donc on mise aussi sur la réputation de notre jeu et de notre style. Je pense que le club mise là-dessus en disant « On a peut-être un peu moins d'argent que les autres, c'est peut-être un peu moins fun Brest que la Côte d'Azur, mais on a nos arguments. Tu sais que tu vas t'entraîner, que tu vas jouer, qu'il y a une idée de jeu, des objectifs qui risquent de te plaire. C'est vrai que parfois les joueurs ont choisi de venir à Brest parce qu'il y avait ce projet de jeu et que ça fait pencher la balance de notre côté plus que le côté financier. Évidemment, je vous en ai déjà parlé. Pour ceux qui n'ont jamais vu un match de Brest, regardez tout simplement. C'est vraiment sympa à voir et évidemment que ça peut faire pencher la balance, comme très récemment sur ce mercato hivernal, Jean Lucas, le joueur de l'Olympique Lyonnais, qui avait deux options, soit rejoindre le FC Nantes, soit rejoindre le Stade brestois. Et bien il a choisi le Stade brestois. Il y avait certainement moins d'argent que du côté de Nantes, mais il a choisi Brest parce que tout simplement du côté de Brest on a une philosophie de jeu, on essaye vraiment de jouer au foot. C'est pas forcément le cas du côté de Nantes où on voit bien les Canaries en grande difficulté depuis le début d'année et il n'y a pas ce projet, cette philosophie de jeu. Donc voilà un petit peu aussi ce qui peut attirer des joueurs chez une équipe, tout simplement le fait qu'on essaye vraiment de jouer au football. Et quand vous entendez ce genre de choses du côté d'Olivier Dalloglio, ça montre à quel point il y a quand même des divergences du côté du football français. Il y a des entraîneurs qui essayent vraiment de jouer au football, de tirer le meilleur de leur effectif. On parle bien de Brest, par exemple, de Lens aussi. C'est pas non plus les plus gros effectifs de la Ligue 1. Et pourtant, ils nous fournissent du plaisir lorsqu'on les regarde. Et quand on voit par exemple Bordeaux-Marseille hier ou Marseille depuis le début d'année, on se pose des questions quand même sur les méthodes de certains entraîneurs. Ensuite, direction Paris avec cette info qui concerne Marco Verratti, on en parlait hier. Selon les infos de l'équipe cette fois-ci, Marco Verratti devrait bel et bien tenir sa place demain face au FC de Barcelone. Ensuite, on continue avec une déclaration de Rafinha qui était dans le camp barcelonais lors de la remontada. Rafinha qui nous dit quel club n'aurait pas souffert après la remontada. On a l'occasion de se rattraper, de réaliser un grand match et de s'enlever cette épine du pied. Je peux vous dire qu'on a tous envie d'entrer sur le terrain et de gagner ce match. Il est vrai que voilà, sur les dernières années, le Barça ne fait plus peur en Ligue des Champions, mais peut-être qu'il fait quand même encore peur du côté de Paris par rapport à cet épisode de la remontada. Mais depuis 4 ans maintenant, le PSG a quand même, je pense et je l'espère, progressé, ne serait-ce que l'on a vu l'année dernière, bon, avec cette Ligue des Champions particulière, ça évidemment tout le monde le dira, mais peut-être que ça a quand même servi au PSG, cette aventure l'année dernière, donc évidemment que la remontada est encore présente dans les têtes parisiennes, surtout pour les joueurs qui l'ont connue, mais il faut essayer d'aller de l'avant du côté de Paris. Ensuite, une info qui concerne l'avenir de Kylian Mbappé du côté du Paris Saint-Germain. Le quotidien L'Équipe affirme que le PSG devra vendre, et bel et bien vendre, Kylian Mbappé pour financer l'éventuelle arrivée de Lionel Messi en cas d'intérêt du PSG sur l'été, sur le mercato estival. Donc voilà, du côté de Paris, on pouvait s'en douter quand même, ça sera quasiment impossible d'avoir Neymar, Mbappé et Messi en même temps du côté de la capitale. Il faudra faire des choix du côté parisien. Ensuite, les supporters du collectif Ultra Paris hier qui ont lancé les hostilités avant ce match face au Barça. Regardez cette petite banderole dirigée envers les Catalans. Ensuite, une déclaration d'un ancien Parisien, Blaise Matuidi, qui nous parle d'Antoine Griezmann. Il nous dit « On sait ce qu'il vaut, c'est un grand joueur et tout grand joueur peut avoir de mauvaises passes. Le PSG devra faire très attention parce que en général, c'est quelqu'un qui répond présent dans les grands rendez-vous. » Direction l'Espagne maintenant, la victoire du Real Madrid hier face au FC Valence sur le score de 2-0. Karim Benzema, buteur, il avait déjà été buteur en milieu de semaine face à Retafe en championnat.
Le deuxième but, il est signé Toni Kroos. Belle prestation des Madrilènes qui ont complètement dominé ce match face à une piètre équipe du FC Valence. C'est totalement dans la lignée de ce que l'on a vu en milieu de semaine face à Retafe. Domination nette et sans bavure du Real qui n'a laissé aucun espoir à cette équipe de Valence. Ensuite, on continue avec cette petite info mercato du côté de Madrid. Voilà les 4 cibles du côté du Real pour pallier un éventuel départ de Sergio Ramos. On ne va pas en reparler. Pour le moment, Ramos, il n'a pas prolongé son contrat. Donc du côté de Madrid, on s'intéresse à 4 profils pour lui succéder. Kalidou Koulibaly, David Alaba, Pau Torres, le joueur de Villarreal, et puis aussi évidemment Jules Koundé qui est suivi par les plus grands clubs européens. Direction l'Angleterre maintenant avec une victoire qui va faire du bien aux hommes de Mikel Arteta. Arsenal s'impose hier 4-2 face à Leeds et une victoire qui va faire énormément de bien à Pierre-Emerick Aubameyang. Un triplé hier pour Pierre-Emerick Aubameyang, un but aussi pour Hector Bellerin. Déclaration d'Aubameyang après cette saison quand même vraiment compliquée pour lui, nous dit: aujourd'hui je suis très heureux, mais vraiment très heureux, mes enfants vont être contents parce qu'ils auront le ballon du match. Le triplé signifie beaucoup pour moi, je suis un gars qui travaille toujours très dur, ça a été une période vraiment difficile pour moi, tout le monde me manifestant beaucoup d'amour à moi, ma mère et à ma famille. Je dois dire merci à tout le monde, au club et aux supporters. On va terminer les amis du côté de l'Italie avec la victoire de l'Inter qui permet donc aux hommes d'Antonio Conte de prendre la première place du classement de Serie A. Les Interistes s'imposent hier 3-1 face à la Lazio. Un match plutôt équilibré, mais encore une fois l'Inter diablement efficace en attaque, évidemment avec un Lukaku comme d'habitude décisif. Un doublé pour l'attaquant belge, un but aussi pour Lautaro Martinez. A noter que Romelu Lukaku a donc inscrit son 300e but en carrière avec ce doublé hier face à la Lazio. Quelques buts marqués en Belgique avec Anderlecht, beaucoup en Angleterre, beaucoup aussi du côté de l'Inter en Italie, et puis aussi beaucoup avec la sélection belge. On fait un petit point sur le classement de la Serie A. Donc l'Inter est en tête du classement, 50 points pour les Interistes devant Milan, 49 points. La troisième position, c'est la Roma qui est à 43 points. Quatrième, la Juve, 42 points, un match en moins pour la Juventus. Cinquième, le Napoli, 40 points. Sixième, l'Atalanta, 40 points. Septième, la Lazio, 40 points. Autant dire que la course à l'Europe va être complètement folle du côté de l'Italie, parce que c'est quand même très très serré entre le troisième et le septième. Et on termine cet épisode, les amis, par cette fresque murale juste à côté de San Siro. C'est à 50 mètres du stade, cette fresque murale qui représente l'épisode de Coupe d'Italie entre l'Inter et le Milan. Je crois que c'était il y a une dizaine de jours, une quinzaine de jours. Cette petite altercation entre Romelu Lukaku et Zlatan Ibrahimovic, ce tête-à-tête entre ces deux monstres, il a été représenté sur un mur, donc juste à côté de San Siro. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!